Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, présente Salon ouvert. Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de Salon ouvert, toujours en direct du Salon international de l'agriculture qui fête cette année sa 56e édition. Vous le savez, depuis samedi, toute la rédaction de Public Sénat se mobilise pour vous faire vivre cet événement. On retrouvera d'ailleurs Tam Tranui et Alexandre Poussard. Ils arpentent pour nous les allées de ce salon à la rencontre des exposants et du public particulièrement nombreux aujourd'hui. Au programme cet après-midi, on va parler du vin. Chaque année, à travers le monde, plus de 32 milliards de bouteilles de vin sont consommées. C'est devenu une boisson universelle, appréciée de tous devant la bière ou le whisky. En France, il fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Mais le vin est-il un alcool comme les autres? Non, selon le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Bien sûr que oui, pour certains médecins et addictologues. Nous allons voir quels sont les arguments des deux camps dans cette émission. Et justement, pour m'accompagner, eh bien, j'ai le plaisir de voir sur ce plateau Bernard Artigue. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes vigneron, président de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Ariane Lenné, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes vigneronne en vin nature dans le Loir-et-Cher. Merci d'être sur ce plateau. Yves-Marie Bercet est également avec nous. Bonjour. Vous êtes historien du vin et auteur de cet ouvrage, Les secrets du vin, paru aux éditions Librairie Vuibert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, Henri Cabanel, sénateur socialiste de l'Hérault, et vous êtes vous aussi viticulteur. On va en parler dans un instant de votre activité. Jean-Marie Fabre est également avec nous. Bonjour. Secrétaire général des vignerons indépendants de France. Et puis Catherine Hill, bienvenue à vous. Vous êtes épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy. Première question pour vous, justement, peut-être Ariane Lenné. Est-ce que vous avez suivi un petit peu cette polémique autour des propos du ministre de l'Agriculture? Prenez votre micro, allez-y. Pardon. Alors sincèrement non, pas vraiment, parce que je ne suis pas toujours les actualités autour du vin, mais je m'y intéresse de plus en plus. Sachant que j'ai pris une position au sein de mon appellation, qui est la présidence de l'AOC Coteaux du Vent-de-Moine. Donc je commence vraiment à m'intéresser de plus en plus près à l'actualité pour savoir ce qu'il en est vraiment. Oui. Mais là, dernièrement, pas encore. Pas encore. Quand on vous dit le vin n'est pas un alcool comme les autres, quel est vous alors votre avis à titre personnel? À titre personnel, le vin n'est pas un alcool comme les autres. Mais comme tout alcool, c'est si on en boit trop, si on en boit de façon régulière, on le sait tous, c'est quand même une drogue. Donc après, il y a un vrai plaisir à boire du vin. Et à titre vraiment personnel, je pense que le vin doit être tout d'abord un plaisir et pas du tout une obligation. Voilà. Oui. Bernard Artigue, pour Didier Guillaume, la solution c'est d'éduquer à boire un verre de vin pour savoir ce que c'est. Il faut apprendre à la jeunesse, nous dit-il, ce qu'est le beau et le bon. Oui, mais je crois qu'il a tout à fait raison, quoi. Et puis pour répondre à madame, je crois que le vin, effectivement, mais dans le vin, forcément qu'il y a de l'alcool, mais c'est un alcool différent. C'est une autre boisson que les boissons simplement alcoolisées. Le vin, c'est de l'histoire, le vin c'est des territoires, le vin c'est des paysages, c'est un environnement, c'est notre culture. Le vin, au travers du vin, moi je ne peux pas considérer qu'une personne qui boit du vin régulièrement soit une personne addicte, absolument pas. C'est pas ma vision des choses. Henri Cabanel, comment avez-vous compris cette polémique au sein du gouvernement, puisqu'on voit qu'il y avait des désaccords, notamment entre Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sur ce point? Alors moi je connais très bien Didier Guillaume, puisqu'il était président du groupe socialiste avant de nous quitter, de devenir ministre de l'Agriculture. Je connais sa passion pour l'agriculture, je connais son investissement. Et même si il a eu ses propos peut-être polémiques, certainement, il l'a fait parce qu'il sait ce que c'est que la vigne et c'est ce que c'est que le vin, et c'est un passionné avant tout. Et quand il dit que ce n'est pas un alcool comme les autres,
il ne parle certainement pas de l'alcool intrinsèque du produit, mais surtout donc par rapport au fait que chaque viticulteur produit son propre vin. Chaque viticulteur ou chaque viticultrice est un artiste parce que son vin est unique et que derrière il y a des paysages et il y a effectivement donc de l'économie. Et comme je le disais avant que l'émission commence à ma voisine, nous en tant que parlementaires, on ne peut pas travailler verticalement sur chaque domaine. Nous, on essaie de trouver la transversalité entre la santé, la biodiversité et l'économie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. On va demander son avis à Yves-Marie Bercé. Est-ce que le vin est un alcool comme un autre? Ah non, certainement pas. Pour la bonne raison que c'est la boisson la plus répandue, la plus ancienne. Il est plurimillénaire. Les fouilles archéologiques en Arménie montrent qu'on a des traces de vinification à moins 4000 avant l'ère chrétienne. Et alors, à partir du bassin méditerranéen, où il a pris naissance, où il s'est développé, il s'est programmé dans le monde entier. Et il est aujourd'hui, incontestablement, devenu universel. Je ne crois pas qu'il y ait de parties du monde qui échappent. En ce sens, à partir de ce monde méditerranéen, il appartient à un patrimoine de culture, de mode d'alimentation, de comportement, de regard de la vie. Donc c'est vraiment une boisson, la boisson exceptionnelle. Catherine Hill, on voit qu'il y a deux visions qui s'opposent ici. Ça a été rappelé, il y a une vision qui classe le vin du côté patrimonial, du côté culturel en France. Il faut mettre la consommation de vin en France à sa juste place. C'est presque 60% de la consommation d'alcool pur. Donc c'est une cause très importante de maladies. Si on pense que l'alcool tue aujourd'hui à peu près 41 000 personnes par an, le vin, c'est 58% de cette mortalité. Donc c'est vraiment énorme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est si on prend tout ce qui est bu dans le pays et qu'on le répartit dans toute la population de 15 ans et plus également, on trouve 2,6 verres par jour. Ce qui est beaucoup plus que les 10 verres par semaine qu'il est recommandé de ne pas dépasser. Comme en plus, un tiers des hommes et 2 tiers des femmes ne boivent pas régulièrement, ça veut dire que la population qui boit régulièrement en France boit 5 verres par jour. 5 verres par jour, c'est 35 verres par semaine. C'est énormément trop pour leur santé. Je veux juste qu'on dise des choses correctes à la population et qu'on arrête de raconter des bêtises. Et par ailleurs, le vin, il faut savoir, est pratiquement pas taxé. J'ai demandé à mon chauffeur de taxi combien le vin était taxé. Il m'a dit 80%. Quand vous achetez une bouteille de vin, vous payez 20% de TVA. Et vous payez moins de 3 centimes par bouteille. Que vous achetiez une bouteille 15 €, 5 € ou 50 €. Donc le vin n'est pas taxé. C'est là qu'on peut changer les choses, avoir de l'argent pour faire de la prévention. On va y venir sur cette question des taxes. Je vous ferai réagir Jean-Marie Fay. Mais avant cela, on va retrouver Tam Tranui qui est à côté d'un propriétaire récoltant de Champagne. C'est à vous, Tam. Et oui, effectivement, je suis avec Jean-Pierre Marniquet. Vous êtes propriétaire récoltant de Champagne à Venteuil, c'est à 10 km d'Épernay. Comment se porte votre affaire aujourd'hui? Mon exploitation se porte bien sur tous les plans, puisque je suis récoltant manipulant. Donc j'ai mon vignoble, je vinifie et je commercialise. Je commercialise aussi bien en France d'ailleurs qu'à l'export. Et le grand export se porte bien en ce moment. La viticulture chez moi, elle a de beaucoup évolué puisque l'exploitation viticole est très très ancienne sur plusieurs générations. La vinification depuis 1929 date à laquelle mon grand-père a commencé à vinifier. Et donc moi j'ai poursuivi et j'ai de beaucoup amélioré surtout les façons culturelles puisque j'ai connu la dure avec l'herbe dans les vignes, le cheval. J'ai connu la non-culture par l'application de phytosanitaires et de désherbants. Et je suis revenu depuis 20 ans en culture raisonnée, HVE, haute valeur environnementale. Qu'est-ce que c'est que la viticulture raisonnée? Expliquez-nous. On nous dit beaucoup de mots, respectueux de l'environnement, biodynamie, vin naturel. Alors le vin raisonné, qu'est-ce que c'est? Alors, on ne parle pas de vin raisonné, on parle de culture raisonnée pour l'instant. On est sur la production de raisins. La culture raisonnée, par définition, dans son terme, on a déjà une définition raisonnée. Le bio, qu'on connaît parce qu'ils nous ont fait garder très longtemps le contact avec
plus sain possible. La culture raisonnée, on dit qu'on n'est pas des philanthropes non plus, on a besoin de récolter. Le vignoble de Champagne étant très septentrional, c'est quand même relativement compliqué de ne pas appliquer de phytosanitaire. Donc la culture raisonnée, quand il faut, parce que la vigne est en danger, parce que le raisin est en danger dans sa qualité, on traite. Mais on traite à partir d'un cahier des charges, à partir de produits le plus light possible, le plus biodégradable. Vous n'interdisez pas les produits phytosanitaires, mais vous en utilisez le moins possible. Par contre, on en a déjà éliminé dans la liste plus de 80%. Et on a gardé que ceux qui sont les moins, on va dire, les moins toxiques et moins dangereux. Un mot peut-être sur les bouteilles de champagne que l'on voit ici. Combien avez-vous de cuvées? Est-ce que vous pouvez un petit peu me présenter vos bouteilles? Alors effectivement, j'ai une gamme de 7 cuvées à l'heure actuelle, en partant par le Tradition. On est sur un vin d'assemblage à Venteuil avec une dominante de Pinot Meunier à 50%, 35% de Chardonnay, 15% de Pinot Noir. On est sur le Tradition, sur un brut non millésimé. Ensuite, il y a l'extra brut. L'extra brut est un Tradition non dosé, 0 sucre ajouté. On est sur le même assemblage, bien sûr. La cuvée de réserve qui est sur un assemblage légèrement différent, mais avec un vieillissement un petit peu plus prononcé. Millésime. Millésime chez moi, les millésimes sont des vins qui vieillissent, ils sont vinifiés pour vieillir très longtemps. Millésime 2007 en ce qui concerne la cuvée de réserve, millésime 2002 pour ce qui concerne le Prestige, le rosé et le blanc de blanc qui est bien sûr un monocépage. Bien, merci beaucoup Jean-Pierre Manquet d'avoir expliqué un petit peu, de nous avoir présenté votre exploitation et votre champagne. Merci. Merci beaucoup Tam. Et puis à présent, on va faire un détour par la Corse avec vous, Alexandre Poussard. Oui, je suis avec Tony Scarbonchi, producteur de vin en Corse. Alors Tony, le vin a un statut spécial en Corse? Oui, le vin, il a le statut spécial, c'est qu'il n'est pas soumis à la TVA comme sur le continent. On a cette particularité et ça nous permet justement de pouvoir développer en qualité nos produits, justement. Alors que les autres alcools produits en Corse, eux, ils sont taxés. Alors que l'alcool, on va dire l'alcool distillé, on fait la part des choses entre l'alcool distillé, c'est-à-dire les eaux de vie, les whisky, les apéritifs, et l'alcool, les vins, qui sont des alcools fermentés. Qu'on peut dire c'est une boisson, pour nous c'est une boisson presque quotidienne, qui fait partie de notre culture et de notre patrimoine. Après, de temps en temps, on peut boire un alcool distillé, mais il y a, au niveau de la fiscalité, on n'est pas soumis à la TVA sur les vins corses. Et la façon de consommer le vin, vous l'avez vu évoluer avec le temps? Ben oui, le vin a beaucoup évolué, parce que quand on parle du vin il y a 50 ou une centaine d'années en arrière, on buvait 2-3 litres par jour. Bon, c'était des vins qui étaient peut-être légers en alcool. Au jour d'aujourd'hui, on travaille sur la qualité. Les gens boivent beaucoup moins, ça c'est dans les statistiques, et ils boivent mieux d'ailleurs. Ce qui nous permet, quand on parle d'addiction, il y avait peut-être auparavant une certaine addiction que nous ne retrouvons plus aujourd'hui, sauf peut-être sur, comme on a parlé tout à l'heure, sur des gens qui sont plus ou moins sensibles ou fragiles. Jean-Marie Favre, comment réagissez-vous justement à ce qu'on vient de dire sur ce plateau et à ce qu'on vient d'entendre aussi sur la question des taxes sur le vin? D'abord réagir à ce qui a été dit par notre ministre de l'Agriculture. Je pense qu'effectivement on sent bien que chacun doit être dans l'intérêt de ce qu'il doit défendre. La ministre de la Santé avec sa vision de défense et de programme de santé publique. Le ministre de l'Agriculture qui a conscience aussi que le vin, au-delà même de l'éthanol qu'il peut contenir, est un produit à part, un produit particulier. On pourra parler tout à l'heure des biens que représente notre filière pour le compte de notre pays, mais bien au-delà. J'aimerais aussi dire qu'effectivement, on parle souvent de la consommation du vin dans notre pays. Elle a été divisée par 3 en 25 ans, alors que d'autres consommations d'alcool plus dur, plus fort, ont continué à progresser. Il y a aussi un problème qu'il faut aussi avoir en perspective, c'est que dans nos pays traditionnellement producteurs, là où le vin est un référent de civilisation, là où l'éducation, où la responsabilité est partagée entre les gens qui mettent en œuvre ce métier de passion, ce métier issu de la terre, et qui confèrent autre chose que la transformation juste du sucre en éthanol, c'est dans notre pays où l'alcoolisme dans ces pays où l'alcoolisme est le moins prégnant. Quand on est dans les pays d'Europe du Nord, par exemple, où la production viticole, la culture, la civilisation n'est pas la même, eh bien on retrouve
de l'alcoolisme beaucoup plus marqué, beaucoup plus violent. Donc je pense qu'il faut aussi être pondéré. Bien évidemment, la filière viticole dans son ensemble depuis des années est la première à mettre en œuvre de la co-responsabilité, de l'éducation et de la responsabilité. Donc oui, on a un ministre courageux qui sait faire la part des choses et j'espère qu'on saura ensemble bâtir les programmations qui permettront à la fois aux générations aujourd'hui et aux générations de demain de bien comprendre quel est le produit vin et aussi d'être vecteur d'une modération pour aussi avoir un regard sur la santé publique. Oui. Ariane Lenné, je le disais, vous êtes vigneronne en vin nature. En quoi ça consiste? Est-ce qu'il y a aussi là des évolutions dans les techniques qui permettent de faire en sorte que le vin est à part? L'idée de ce qu'on appelle les vins nature, c'est pas du tout réglementaire, ou il n'y a pas de réglementation par rapport à ça. L'idée, c'est de travailler les raisins le plus naturellement possible pour qu'ils deviennent du vin, donc sans intrants. Moi, justement, pour rester dans le plaisir, pour avoir un produit le plus pur possible, c'est de ne rien mettre autre que des raisins et de les vinifier en tant que tels. Donc pour pouvoir le réussir, tout est dans la vigne, tout se passe dans la vigne, tout se passe au moment des vendanges et de récolter les raisins les plus sains. Donc derrière en vinification, on n'aura pas besoin d'apporter de produits œnologiques qui vont nous permettre de gommer des défauts ou d'améliorer par exemple le degré d'alcool. Ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur la qualité intrinsèque du raisin. Et justement, pour aller jusqu'au bout du processus, qui est que quand vous allez boire un verre de vin, vous n'allez pas vous rajouter des produits dans le corps qui sont nuisibles, en fait, et qui vont, qui vont faire un petit peu plus mal, soit à la tête, soit au corps, tout simplement. Ouais. Bernard Artigue, c'est vrai qu'il y a souvent cette présentation du vin, comme quoi boire 1 ou 2 verres de vin par jour, c'est aussi bénéfique pour la santé. Ça, c'est un mythe, c'est vrai? Attendez, avant de vous répondre, je voudrais répondre par rapport à ce qu'a dit madame tout à l'heure sur les taxes. Moi, je ne peux pas laisser penser et laisser croire au public que les viticulteurs ne seraient pas taxés. Ils sont taxés comme tout le monde, comme tous ceux qui produisent. Je voudrais faire une parenthèse quand même, c'est qu'à l'exportation, nous sommes le deuxième exportateur français après l'aéronautique avec 13 milliards. Donc je pense que ces 13 milliards-là rapportent à la France et rapportent à l'ensemble des Français. Donc laissez croire que nous ne sommes pas taxés, Mais les taxes sont plus faibles. Je ne peux pas laisser passer. Les taxes sont plus faibles sur le vin que sur les autres boissons alcoolisées. Non, mais après c'est tout ce qui reste qui compte. Enfin, on ne va pas ici rentrer dans le détail, parce que ce qui compte, c'est ce qui reste aux viticulteurs, etc. Je veux dire, c'est la différence entre prix de revient et les taxes. Et puis, voilà. Donc c'est plus compliqué, mais il ne faut pas laisser croire tout simplement que nous ne sommes pas taxés et que faire du vin, c'est simple. C'est pas simple du tout de faire du vin. Et pour en répondre, pour revenir à votre question, oui, moi je reste persuadé que ça reste la meilleure des boissons. Et c'est pas parce qu'on va boire un vin ou 2 par jour qu'on va devenir alcoolique, que de suite notre santé va se déséquilibrer. Il faudrait peut-être faire aussi d'autres études sur d'autres boissons qui ne sont pas alcoolisées et qui peut-être pour la santé sont beaucoup plus néfastes. Voilà, vous avez tous les sodas, vous avez peut-être que même l'eau, est-ce que simplement boire de l'eau, est-ce que c'est bon pour la santé? Moi, je ne suis pas médecin, mais je crois que longtemps, attendez, je finis, je crois que longtemps quand même, le vin a été la boisson de référence justement pour éviter les maladies. Donc on ne peut pas passer comme ça on va de faire tout à rien. Catherine Hill. Voilà. L'art de noyer le poisson, le vin, même un verre par jour augmente le risque de cancer. Le vin est la première cause de cancer du sein chez les femmes en France. Donc c'est quand même, dans les causes évitables, c'est quand même très important. Les risques, les bénéfices à des très faibles doses sont réels, mais ils sont annulés par les maléfices. Donc même un verre par jour augmente les risques. Pas beaucoup, mais quand même. Et la modération, ce qu'aucun vigneron vous dira jamais, c'est de ne pas dépasser 10 verres par semaine, et ce sont des petits verres. Donc, une fois qu'on a ces messages, on peut réfléchir. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on buvait énormément plus en France. La population française battait des records mondiaux de tous les cancers de la gorge, du larynx, du pharynx et de l'œsophage.
la situation s'est beaucoup améliorée. Elle peut encore s'améliorer énormément parce qu'on continue à boire plus en France qu'ailleurs. Et c'est 60% du vin, donc il faut diminuer la consommation. Et pour les taxes, vous racontez ce que vous voulez sur les taxes, mais quand un consommateur achète 1 litre de vin, il paye 3,8 centimes de taxes en plus de la TVA. Le reste est des complications qui n'ont rien à voir avec le sujet. Est-ce que le vin doit être taxé? Les alcools forts sont beaucoup plus taxés, la bière est un peu plus taxée que le vin. Mais l'inégalité de taxes entre le vin et les alcools forts est absolument énorme. Alors peut-être Henri Cabanel, sur cette question de taxes, est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair justement? Mais Madame a raison de dire qu'il y a une inéquité. Mais les arguments qu'elle avance, il faut avancer d'autres arguments qui ont été cités par différents d'entre nous. C'est l'aménagement du territoire. C'est l'emploi non délocalisable sur les secteurs. C'est, dans un département comme le mien, la lutte contre l'incendie. Tout ça, c'est à prendre en compte dans l'analyse. Si on ne prend en compte qu'un critère, automatiquement, quels que soient les critères, ceux que vous défendez ou ceux que la plupart d'entre nous défendons, ce n'est pas une vision très logique de la chose. Il faut vraiment qu'il y ait tout ce qu'il y a autour qui nous permette de prendre les bons critères pour mettre la bonne taxe, si toutefois il y a une taxe à mettre. Mais c'est vrai que dans des produits qui n'ont rien à voir avec l'alcool et qui sont néfastes pour la santé, ça a été cité tout à l'heure par monsieur sur les sodas, sur les boissons sucrées. Effectivement, là aussi il y a donc à y voir plus clair et essayer d'avancer un petit peu plus par rapport donc à la santé. Ouais. Yves-Marie Bercé, quel regard porte l'historien justement sur ce débat et sur cette question de la taxation du vin? Je crois vraiment qu'il y a un comportement culturel différent vis-à-vis des boissons alcoolisées. Dans les pays méridionaux, la consommation est courante et le vin a été transporté à partir du XVIe, XVIIe siècle dans les pays du Nord, et pour lui faire passer la mer et pour éviter qu'il s'aigrisse dans les soutes des bateaux, on y ajoutait de l'alcool pour interrompre une reprise de la fermentation. Ce qui faisait que le vin arrivant à Londres ou à Amsterdam était beaucoup plus alcoolisé. Il pesait 18 degrés et il était facile donc de s'énivrer. Et ce qui correspondait de s'énivrer et de s'énivrer très vite. Ce qui correspond et correspond encore au comportement culturel des peuples anglo-saxons en général. De sorte qu'on a des exemples historiques, à la fin du XVIIIe siècle, au cours du XIXe siècle, les gouvernants anglais et américains ont limité les taxes sur les vins français et espagnols pour permettre une consolidation du vin familial et empêcher l'homme d'aller boire du gin ou du whisky dans la taverne en bas aux frais de sa famille. Alors on voit Jefferson aux États-Unis, vers 1800, favorise le vin contre le whisky. Gladstone en Angleterre, en 1861, diminue les droits sur les vins français pour défendre les familles. Donc, vous voyez, il y a l'idée que le vin est meilleur que les alcools forts, et c'est une idée qui est propre spécialement aux consommateurs du Nord. Et une idée ancienne. On va continuer ce débat, mais on continue de vous faire vivre ce salon. On va justement en Gironde, Bernard Artigue, où on retrouve Tantranuit à côté d'un producteur de vin. C'est à vous. Oui, effectivement, Delphine, je suis avec François Janouex. Vous êtes implanté dans le Bordelais déjà depuis très longtemps, votre famille depuis 1898. Racontez-moi. Alors nous sommes implantés depuis 1898, la famille Janouex dans le Libournais. Mais au départ, nous venons de la Corrèze. La Corrèze, le centre de la France, le pays de Chirac. Vous voyez ici, on est en direct du Salon de l'Agriculture. Et donc, nous sommes ces Corréziens qui sont venus au début du 19e siècle, qui sont arrivés en Gironde. Et puis on a investi encore aujourd'hui. La 4e génération est en train de toujours progresser, d'essayer de pérenniser l'entreprise Janouex.
faites du vin raisonné. Comment se porte votre affaire en ayant choisi, c'est un vin qui est plus respectueux de l'environnement, mais vous ne vous interdisez pas pour autant complètement les phytosanitaires? Alors, on ne dit pas un vin raisonné, on est en lutte raisonnée, c'est-à-dire que on utilise des produits d'ailleurs dont beaucoup sont agréés par l'agriculture biologique pour faire les traitements sur nos vignobles. On s'interdit également les désherbants, donc on travaille les sols. Et puis surtout, après, tous les intrants au niveau de vinification, de l'élevage du vin, on s'interdit à utiliser aucun intrant et à produire des vins entièrement naturels. C'est, je crois, le défi de Bordeaux pour les années à venir. Et je vais vous dire, il y en a un peu assez qu'on entend toujours parler des viticulteurs qui utilisent des pesticides, qui polluent de partout. Non, aujourd'hui, on peut dire qu'en France, particulièrement à Bordeaux, mais dans toute la France, aujourd'hui, les viticulteurs font attention et on s'est tous engagés à en tout cas à cultiver nos vignes de manière plus propre et à arriver dans quelques années, dans les 10 prochaines années, en tout cas à Saint-Émilion et à Pomerol, à avoir des vins entièrement bio et donc respectueux de l'environnement. Un autre défi peut-être pour le Bordelais, c'est le rachat de certains châteaux par les Chinois. Est-ce pour vous aujourd'hui un problème dans votre région? Alors je vais dire c'est un problème, bien sûr, ça c'en est un. Mais vous savez, à Bordeaux, on a connu au XVIIe siècle, je crois, c'était les Irlandais. Après, nous avons eu les Hollandais. Ensuite, les Américains, les Japonais. Aujourd'hui, les Chinois. Il faut savoir que tous ces pays ne sont pas partis avec nos vignes à l'étranger. Les vignes, elles restent sur le sol. Je crois qu'il faut en faire un atout, un avantage, parce que parfois, ces gens-là, ils investissent des sommes importantes dans le vignoble, et donc ça fait travailler la région. Après, ce qui est dangereux, en effet, c'est qu'il faut monter les prix des terres, tout à fait artificiellement. Il n'y a plus aucun rapport entre la rentabilité et l'investissement. C'est ça qui est dangereux. Mais ce qui est encore plus dangereux, je vais vous dire, ce n'est pas les Chinois ou les étrangers, ce sont les Français, les groupes d'investissement français, les institutionnels. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de grands groupes qui viennent investir dans le Bordelais et ailleurs. Et ceux-là, oui, bien évidemment, c'est sûr qu'ils ont des moyens colossaux, bien différents des nôtres. Souvent, ils ne tirent pas leurs revenus exclusivement de la vigne, comme nous, les petites entreprises familiales. Et donc ça, c'est vraiment des concurrents importants, oui. Un mot pour conclure, François. Est-ce que pour vous, le vin est un alcool comme un autre? C'est bien sûr une allusion aux propos qu'a pu avoir le ministre de l'Agriculture sur le vin. Bien, je crois que le ministre de l'Agriculture a tout à fait raison. Évidemment, il faut consommer le vin avec grande modération. Mais je crois qu'il est important d'initier nos jeunes, je dis bien nos jeunes, vous voyez, au vin, à consommer du vin avec modération, à leur montrer que c'est une culture, qu'en France, on boit du vin depuis des millénaires, certainement, dans le monde et en France particulièrement. Et donc, il faut montrer que c'est un art de vivre, que c'est aussi de la gastronomie, que c'est aussi des emplois, bien sûr, et toute une économie qui va derrière. Et au lieu de boire des mix avec je ne sais pas quel alcool et quel soda, vaut mieux qu'ils boivent des choses naturelles, vaut mieux boire des vins, vous voyez, comme celui-là, un bon château Condat de Saint-Émilion Grand Cru, qui est un 2015, qui est un vin équilibré, fin, et je pense que ça, l'avenir, il est là. Il est à initier nos jeunes à boire de la qualité. Voilà. Merci beaucoup, François, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. On vient de voir à travers cet exemple, Jean-Marie Fèvre, effectivement, il faut boire des vins de qualité. Mais le problème aussi chez les jeunes, c'est cette pratique qu'on appelle de binge drinking. On boit beaucoup, très vite, souvent des vins qui ne sont pas très chers, dont la qualité est médiocre. Et ça, il faut quand même mettre les jeunes, les avertir, les alerter sur les dangers que représente une telle consommation, une telle pratique, justement. Oui, vous avez raison. Je crois que le binge drinking est une forme d'alcoolisation rapide et dangereuse. Mais je ne connais pas un adolescent, je ne connais pas un jeune aujourd'hui qui se saoule, comme on peut le dire, avec un verre de vin, avec une bouteille de vin, quand bien même un vin d'entrée de gamme. Donc je crois que ces alcools violents qui leur procurent en peu de temps une telle ivresse, ils ne sont pas issus de notre métier et encore moins ce sont des produits viticoles. J'aimerais aussi... Pardon, mais c'est pas du tout ce que disent certains addictologues ou certains médecins. Je cite Michel Reynaud, il y a tous les jours des gens qui sont dans des comas éthyliques à cause du vin. Je vous invite, c'est ce qu'il avait dit à Didier Guillaume, à venir justement aux urgences les soirs de Beaujolais Nouveau par exemple ou les soirs de Feria. Oui, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Je dis simplement là, il ne faut pas non plus montrer une proportion qui est peut-être minime
quand on regarde le binge drinking, les alcools consommés le week-end ou les fêtes par les jeunes, je pense on est tous parents, on a tous des amis qui ont des enfants aussi en âge d'avoir ce type de comportement. Et effectivement, notre part de responsabilité, d'éducation, elle est aussi pour distinguer la consommation plaisir, la consommation culturelle du vin. Je voudrais dire aussi, Madame a dit tout à l'heure en concernant les bienfaits du produit viticole qui pouvaient s'annihiler avec, y compris ses effets négatifs, je l'entends, c'est son métier. Ça veut dire aussi que ça fait partie des rares boissons dans lesquelles il existe une présence d'alcool qui bénéficie aussi d'autant de critères qui annihilent les effets de l'alcool. Donc je pense que dans les deux sens, on peut utiliser cet argument. Ouais. Moi, j'aimerais malgré tout retenir le travail de fond qui est fait par l'ensemble de la filière pour à la fois faire progresser notre vin en matière de qualité, mais aussi pour avoir un rôle responsable d'éducation. Les repères d'alcool aujourd'hui, nous sommes les premiers à les demander. C'est le repère de Éducalcool par exemple, le 2340. Et effectivement, ce sont des repères de consommation journalière et par semaine. Et effectivement, ce sont des consommations d'un verre de vin à 12 centilitres sur lesquels l'ensemble de la filière viticole aujourd'hui est prête à s'engager. Alors Catherine Hill et ensuite je ferai réagir Ariane Lenné. Le conseil de modération proposé par la filière du vin comme la filière des alcools forts est complètement déraisonnable. L'Organisation mondiale de la santé dit « moins c'est mieux ». Et donc cette histoire de 2, 3, 4, 0, c'est absolument beaucoup trop. C'est totalement déraisonnable. Dès le premier verre, on augmente le risque de cancer et on diminue un tout petit peu le risque cardiovasculaire. Et au total, l'effet global est mauvais. Il faut que les gens le sachent. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Et la publicité que font les alcooliers partout dans la rue, regardez, vise les jeunes. Il suffit de regarder ce qu'ils proposent. Donc c'est évident qu'il y a une espèce de discours complètement bidon de modération et puis la réalité de la publicité qui est absolument partout. Il y a des députés qui veulent réintroduire l'alcool dans les stades. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette politique de santé publique ? Moi, je suis tout à fait pour que la population française boive modérément. Et modérément, ça veut dire pas plus de 10 verres par semaine et qu'on exporte du bon vin, qu'on fasse du très bon vin et que les gens le boivent en quantité raisonnable. Tout le monde sait qu'on boit trop d'alcool en France. Tout le monde regarde les cadavres de bouteilles après une invitation en se disant « Oh là là, combien est-ce qu'on a bu ?» Tout le monde connaît des gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Mais la consommation qui fait du mal en France, c'est le buveur régulier qui n'est jamais sous, qui n'est jamais un buveur à problème. C'est juste quelqu'un qui boit trop pour sa santé et qui finit par en mourir. Ariane Lenné, loin de diaboliser le vin, il faut faire ce travail d'éducation, d'information aussi aux consommateurs. Ah oui, moi je pense que de toute façon, le vin c'est d'abord de l'éducation et puis une connaissance, comme disait tout à l'heure monsieur, c'est une connaissance de notre pays, de nos terroirs, de nos cépages. Et qui plus est, plus on s'intéresse au vin, plus on devient curieux en règle générale de tous les autres sujets. Après, moi j'ai une question par rapport à... Mais c'est une question, c'est personnel. C'est par rapport à tous les dégâts que peuvent faire le vin, hein, comme vous dites, ou l'alcool. Est-ce que ça vient aussi des produits que l'on met, que l'on ajoute de façon dans la fabrication du vin? Voilà. Non, c'est une question importante. La toxicité, c'est l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool pur, c'est la molécule d'alcool pur. C'est pour ça que ce que dit le ministre de l'Agriculture n'est pas raisonnable. C'est l'alcool pur qui est toxique et qu'on le dilue plus ou moins. D'ailleurs, si vous versez 3 centilitres de pastis et vous rajoutez beaucoup d'eau dedans, vous aurez le même degré d'alcool au total que si vous versez du vin. Donc cette histoire n'a pas de sens. La toxicité, c'est l'éthanol. Et ce n'est pas les additifs. L'effet des additifs, peut être que très très marginal. Alors Bernard Artix, sur ce point, justement, et sur cette question, est-ce que ce sont les additifs qui rendent le vin plus alcoolisé, plus dangereux pour la santé? Non, enfin, les additifs, on arrive de loin. Je crois que les viticulteurs, tous les viticulteurs aujourd'hui ont fait énormément de progrès par rapport à ça. Et donc, le rajout, que ce soit au niveau du vignoble ou que ce soit au niveau du liquide lui-même, eh bien, sont beaucoup moins nombreux, sont beaucoup moins présents qu'ils ne l'étaient autrefois. Il y a des efforts considérables qui ont été faits de ce côté-là par les viticulteurs et par les vignerons. Bon, il est clair que ce débat-là, il est passionnant, mais il est passionnel aussi, madame. Donc forcément, nous sommes producteurs, nous défendons
notre produit, mais au-delà de notre produit, nous défendons notre environnement, nous défendons notre société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et cette société-là, oui, on a envie de la conserver. Alors, qu'il y ait des excès, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, les jeunes qui vont boire, il y aura toujours des excès, mais dans l'autre sens aussi, il y aura des excès. Donc, il faut qu'on soit capables, les uns les autres, de trouver un équilibre. Moi, madame, je dis que l'équilibre que vous prenez n'est pas le mien. Hein. Voilà, je vais boire un peu plus que vous probablement et j'espère m'emporter aussi bien, voire mieux. Donc voilà, je crois qu'on fait tous des efforts, qu'on est dans cette société-là et que cette société doit trouver son équilibre. Mais quand je vais sortir tout à l'heure d'ici, je vais respirer un air. Est-ce que cet air-là va faire plus de mal que le vin que j'aurais bu tout à l'heure? Je ne sais pas. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut que l'on trouve entre nous. Voilà, et je crois qu'on peut y arriver, mais ne soyons pas trop sectaires, ni les uns ni les autres. Jean-Marie Fabre. Oui, non, je voulais réagir à la seconde partie. Je crois qu'effectivement, si on sort de ce simple débat-là, la filière viticole, notamment dans notre pays, s'est largement engagée. Le président de la République a dit, lorsqu'il est venu inaugurer le salon, qu'il y avait des évolutions considérables en pratique, notamment en lien avec l'environnement. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, on a en filière viticole de gros progrès qui ont été faits depuis les 20 dernières années. Elle s'est engagée durablement vers une transformation de la protection de la biodiversité, de l'agroécologie. La haute valeur environnementale est aujourd'hui un sujet d'actualité. Les gens qui sont aujourd'hui certifiés bio ou en biodynamie sont des gens aussi qui ont fait évoluer tout ce qui est aujourd'hui dans l'approche du respect et en amont et en aval de la transformation de notre vin. Citer quelques chiffres, on a aujourd'hui 40% des entreprises vignerons indépendants par exemple qui sont certifiées et bio et haute valeur environnementale, et dans les 60 restants, plus de 40 qui sont en passe de l'être. Donc il y a réellement aujourd'hui une vision aussi des enjeux, des responsabilités. Et je rejoindrai ce qu'a dit aussi tout à l'heure le sénateur Cabanel. N'oublions pas que quand on parle vin, on parle certes d'un produit agricole, mais d'un produit qui aménage le territoire, qui emploie, qui crée de la valeur, de la richesse, qui a un lien fort au tourisme, à la capacité commerciale et à l'export. Et souvent, lorsque nous sommes sur nos marchés à l'export, les premiers ambassadeurs de ce pays, et la France est souvent reconnue et réputée pour ce produit qui est le vin, avec tout ce qu'il véhicule derrière. Nous sommes la première carte de visite positive de ce pays. Et effectivement, Bernard Artigue avait raison, 14 milliards d'excédents bruts. Je crois que tous ces éléments sont à prendre en compte quand on veut, de manière responsable, équilibrée, à la fois réfléchir à l'environnement, à la santé, à l'économie et à l'emploi. Merci beaucoup Jean-Marie Fabre, parce que je crois que vous devez nous laisser. Je vais vous donner la parole dans un instant, Yves-Marie Bercier, mais on va continuer notre petit tour des régions de France et des départements. On va dans l'Hérault. Vous connaissez bien Henri Cabanel, on retrouve Alexandre Poussard, c'est à vous. Oui, je suis avec Jean-Marc Salène qui préside l'appellation d'origine protégée Muscat de Saint-Jean-du-Minervois. Et cette appellation est en train de se convertir vers le bio. Tout à fait, cette appellation est en train de se diversifier avec des habitudes ancestrales qu'elle avait, et où c'est qu'aujourd'hui on se rend compte, bien sûr, déjà par le naturel de nos viticulteurs, de nos entreprises, qui se rendent compte que naturellement le consommateur souhaite que tout ceci disparaisse complètement. Le problème, c'est de faire la transaction entre ce qui se faisait et ce qui ne se fait pas. Aujourd'hui, il faut impérativement que la viticulture aille vers une culture biologique et du moins conventionnelle très rapidement. Le problème, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui on s'adapte. On a commencé à le faire. Nous allons continuer et je suis certain que d'ici 5-10 ans, nous allons y arriver facilement. On a déjà 2 domaines sur l'appellation qui sont en biodynamie. On a 2 ou 3 adhérents de la cave coopérative où c'est que ça commence à les intéresser de se pencher sur ça. Après, il restera là-dedans la partie où c'est que les parcelles sont difficiles à cultiver et où c'est qu'il va falloir trouver une solution certainement mitigée entre le bio et le conventionnel pour arriver à faire quelque chose de convenable. Vous avez des contraintes géographiques sur certaines parcelles, vous ne pouvez pas faire du bio? Tout à fait. Il y a des parcelles qui sont très compliquées par rapport au penchant, par rapport au dévers, où c'est qu'il va falloir également des parcelles d'un cépagement ancien par rapport à l'étroitesse des pieds de vigne qui sont des plantations qui sont encore à 1,50 voire 1,75, où c'est que le matériel nouveau ne peut pas passer. Il faut que dans ces parcelles-là, on puisse arriver à les tenir convenablement et qu'elles soient propres. Qu'est-ce que vous pensez de l'objectif d'Emmanuel Macron de faire du vignoble français le premier vignoble sans glyphosate?
il n'est peut-être pas impossible que le vignoble français soit le premier vignoble sans glyphosate, mais il faut quand même garder la sécurité d'avoir un produit peut-être intermédiaire qui nous permette de s'adapter dans la durée, peut-être voir 5 ans, peut-être un petit peu moins, peut-être plus, suivant le temps qu'il va falloir pour adapter le vignoble à ça. Mais ça serait quand même bien qu'on puisse aller vers quelque chose comme ça. Est-ce que économiquement, le vin doit avoir une protection particulière par rapport aux autres alcools produits en France? Pour moi, je vais parler bien sûr dans mon intérêt, parce que je suis producteur de vin, du vin de muscat, et je ne peux pas comparer du vin avec n'importe quel alcool. Déjà, le vin, c'est un produit direct fait par des viticulteurs, le produit de nos terroirs. Quand on vend du vin, on vend un territoire, on ne vend pas que du vin. Ça n'a rien à voir avec les alcools forts. Il faut qu'on vende un territoire. C'est là que nous amènerons nos consommateurs, comme aujourd'hui sur le salon, où c'est qu'on fait découvrir des choses aux gens, ils ne savaient même pas que ça existait. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc Salène d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre Poussard. Antoine Gerbel nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes chroniqueur vin pour On va déguster sur France Inter et rédacteur en chef de Tellement Soif. On voit qu'il y a deux visions qui s'opposent, celle du vin vue de son côté patrimonial, on le disait, culturel, et puis une autre vision plus en phase avec des questions de santé publique. Est-ce qu'on peut finalement concilier ces deux visions selon vous ? Oui, je trouve qu'on vit une époque formidable en ce moment parce qu'il y a une vingtaine d'années, je vous rappelle qu'il n'y avait vraiment aucun dialogue entre les grandes parties qui est de la santé publique et le ministère de l'Agriculture et tous les dirigeants viticoles. Aujourd'hui, il y a des associations qui se retrouvent au milieu comme Vin et Santé, il y a des propositions qui sont faites des deux côtés. Bon, il faut rappeler quand même que c'est de la guerre aussi de budget. Hein. Je pense que la santé aujourd'hui n'a plus les moyens de faire des grandes campagnes de prévention et que donc ils vont chercher l'argent là où il est. Bon, moi je pense que le vin, je connais bien le milieu du vin, je connais bien le milieu du vin dans le monde entier, parce que là on entend beaucoup de Français qui parlent de France sans glyphosate et tout ça. Il faut rappeler qu'en Australie par exemple, il y a des grands vignobles, mais ça fait très longtemps qu'ils sont sans glyphosate. Il faut savoir qu'en Oregon, aux États-Unis, il y a un niveau organic wine, c'est-à-dire vin bio, bien supérieur à la France. Donc arrêtons un peu de se gargariser, regardons ce qui se fait aussi à l'extérieur. Et pour la santé, je pense que les taxes sur les vins français, moi je ne devrais pas dire ça parce que j'aime bien ce milieu-là, mais on ne peut pas dire que le vin soit vraiment très taxé. Maintenant, c'est quel usage pour la prévention? C'est ça, parce que faut voir aussi les campagnes et qu'est-ce qu'a fait la prévention anti-alcoolique ces dernières années. C'est pas terrible quand même. Est-ce qu'ils savent parler aux jeunes? Ils l'ont pas démontré. Est-ce qu'on parle justement de cette cible des jeunes qui sont sur certains alcools? Est-ce que la prévention est vraiment dans ce sens-là? Ça reste encore à démontrer. Henri Cabanel, il faut faire des efforts en matière de prévention, c'est ce que nous dit Antoine Gerbel. Non mais bon, je crois que ce qu'on est en train d'expliquer là, et dans la volonté de certains d'entre nous, c'est de dire que jamais il n'a été rien fait. Bon, d'abord au niveau de la consommation. La consommation de vin, depuis la loi Evin, même avant la loi Evin, a eu tendance à diminuer et aujourd'hui c'est stabilisé certes, mais il y a eu quand même un gros effort en termes de baisse de consommation de vin. Les consommateurs ne consomment plus le vin comme ils le consommaient il y a 30 ans en arrière. Il y a de moins en moins de buveurs de vin réguliers au profit donc de buveurs qui boivent du vin plaisir ou le week-end ou quelques jours par semaine, mais pas régulièrement. Ensuite, effectivement, concernant donc l'environnement et tout ce qu'on peut avoir comme réflexion sur les intrants, il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Il y a d'énormes progrès à faire, certainement. Mais à travers la recherche, notamment dans les cépages résistants, il y a une opportunité à saisir et je crois que dans les années qui viendront, en tout cas dans ma région où on a connu donc une révolution en termes de production viticole, je vous rappelle, madame, si vous ne le savez pas, que dans les années 70-80, la région Languedoc-Roussillon produisait à peu près 30 millions d'hectolitres et qu'aujourd'hui on est à 12 millions. Donc il y a eu quand même une baisse donc de la production énorme et je pense que la révolution que nous avons connue dans notre région à travers donc le rencépagement et collé au marché et collé à la qualité, on va la connaître aussi avec une transformation nouvelle avec l'arrivée de ces nouveaux cépages résistants qui n'ont pas besoin de traitement pour l'oïdium et pour le mildiou, donc beaucoup moins d'intrants. Yves-Marie Bercé, est-ce que la qualité du vin s'est améliorée ?
Alors, je voulais répondre tout de même à madame dont les chiffres sont incontestables et dire qu'il faut inscrire ces phénomènes dans la longue durée. Le mot alcoolisme n'est apparu dans la langue française qu'en 1849, dans des traités d'hygiène publique. Et c'est en 1873 qu'a été votée la loi contre l'ivresse publique. C'est en 1915 qu'a été interdite la consommation d'absinthe, qui ravageait vraiment dans des proportions gigantesques depuis environ 1870 jusqu'à 1915, où elle n'a été interdite au fond que dans le contexte de la guerre qui broyait les vies. En 1935, au nom de santé publique, on a retiré un certain nombre de cépages qui étaient toxiques, qui ont été soumis à des analyses. Donc, ce que je veux suggérer, c'est que la situation n'est jamais figée historiquement et que, bien évidemment, il y a un dialogue entre la santé publique et l'évolution de la production qui doit se faire, qui ne peut pas ne pas se faire. Alors, moi, je n'ai pas d'opinion, bien sûr, sur l'avenir, mais je n'ai pas d'opinion non plus fondée sur la diminution de la production. Mais ce que je crois, c'est qu'on n'a plus les crises de surproduction qui avaient eu lieu, par exemple, en 1907, en 1929, etc. Ça, on les a disparus. Et on a aujourd'hui, il me semble, une régulation. On peut espérer qu'il y ait effectivement, en même temps que la régulation, une éducation spécifique. Alors justement, on parlait de l'importance aussi du vin en matière économique. Je vous propose de regarder ce reportage de Cécile Sixou qui s'est rendue à Chinon. On va voir à travers son exemple comment les viticulteurs essaient d'attirer de nouveaux consommateurs. Regardez. C'est un métier qu'il a appris sur le tas. En plus d'être vigneron, Bertrand Couly est aussi guide touristique. Il y a 12 ans, quand il a repris l'exploitation viticole de ses parents à Chinon, Bertrand Couly a ouvert le domaine aux touristes. Au départ, il proposait des dégustations dans sa cuisine, sur un coin de table, puis il s'est professionnalisé. Il a construit des locaux adaptés. Aujourd'hui, il reçoit 10 000 touristes par an. Les gens viennent pour rencontrer le produit, mais aussi pour rencontrer le producteur. Et c'est aussi le contact avec le producteur qui fait que l'alchimie marche, quoi. C'est parce que c'est un produit qui est personnalisé, c'est pas un produit anonyme. Ce jour-là, le groupe d'Américains repartira avec 40 bouteilles. Thank you. Le no-tourisme fait vendre et dans la famille Couly, Bertrand n'est pas le seul à l'avoir compris. Son fils, Vincent de 22 ans, a eu une idée originale. Vincent, un jour, est venu me voir avec sa mère et nous a dit « Je veux ouvrir un escape game au domaine ». Alors déjà, nous, c'est quoi un escape game ? Il nous a présenté son projet et finalement, on lui a confié ça sous forme de son job d'été en 2017 où il a conçu, réalisé la salle d'escape game et après, on a ouvert au public. Face au succès du jeu, Vincent prépare actuellement la version 2 de l'Escape Game. Est-ce que tu vas être prêt à temps ? En 2 ans, plus de 1400 personnes y ont participé. Une nouvelle clientèle pour Bertrand Couly. Contrairement à ce qu'on croyait, on pensait que ça attirait beaucoup un public de jeunes et on a dit qu'un public de famille. C'est-à-dire qu'on a 3 générations qui viennent faire l'escape game en même temps. Et c'est pas forcément juste des jeunes, c'est vraiment toute une famille. Et on parle du vin, on est sur le thème du vin et on partage sur le vin. Grâce à le no-tourisme, Bertrand Couly a pu développer son activité. Il a agrandi son domaine de 3 à 22 hectares, emploie 6 personnes et vend en moyenne chaque année 120 000 bouteilles. Un développement dans un contexte pourtant de plus en plus difficile. En France, la consommation de vin a chuté de 60% en 30 ans et désormais les vins étrangers concurrencent fortement les vins français. Pour rester performant, Bertrand Couly participe chaque année à une douzaine de salons de particuliers et de professionnels. Il faut toujours développer les marchés. Les conjonctures peuvent être très différentes. Si on n'a pas d'autres marchés pour prendre le relais, on peut se retrouver dans la panade parce qu'on n'a pas prévu un événement dont on est totalement indépendant. Développer de nouveaux marchés, innover, multiplier les activités touristiques. Vincent, qui assurera la relève de Bertrand dans le domaine de Chinon,
a bien compris quelle était la recette du succès. Et pour continuer sur cette idée de no-tourisme, on retrouve Tam Tran Nuit avec Fanny Gigant. Elle est justement chargée de l'onotourisme en Centre-Loire. C'est à vous, Tam. Et Delphine, je suis avec Fanny Gigant qui est chargée de l'onotourisme en Centre-Loire. Alors Fanny, comment se porte ce secteur aujourd'hui? Bien, écoutez, je pense que c'est un secteur qui se porte plutôt bien. On constate qu'il y a une forte croissance de la demande et des visiteurs qui viennent visiter nos vignobles. Donc c'est plutôt une bonne chose. On estime à peu près aujourd'hui à 10 millions de visiteurs œnotouristes en France, dans tous les vignobles de France. Il y a un véritable engouement. Vous pensez que c'est plus qu'un effet de mode aujourd'hui? Oui, je pense que c'est beaucoup plus qu'un effet de mode. Je pense que les gens sont vraiment intéressés par le vin. Ils veulent en savoir plus sur l'histoire, sur le patrimoine, sur les savoir-faire aussi des producteurs. Donc je pense que les gens ont vraiment cette envie de mieux connaître le vin à travers ses différentes facettes. Alors Fanny, nous allons justement regarder sur cette carte où se situe le Centre-Loire et comment s'organise justement cette activité de no-tourisme en Centre-Loire. Alors le Centre-Loire effectivement est très dynamique en matière de no-tourisme. On peut s'appuyer vraiment sur nos producteurs qui sont vraiment moteurs dans le no-tourisme en Centre-Loire. C'est tout ce qui est autour de Bourges, alors, le Centre-Loire. Exactement, le Centre-Loire, effectivement, je ne l'ai pas situé. Le Centre-Loire, c'est une région viticole, effectivement, qui s'articule autour de Bourges, qui comprend 8 appellations d'origine contrôlée. Donc un vignoble qui est réputé, renommé pour sa production de vin blanc, et notamment sa production de vin blanc issu du Sauvignon blanc. Et qu'est-ce que peuvent faire les gens en matière de no-tourisme en Centre-Loire alors? Alors il y a des choses très variées qui existent. L'offre no-touristique se concentre vraiment sur une structuration. On a vraiment essayé de structurer l'offre donc sur un label notamment qui s'appelle Vignobles et Découvertes et qui rassemble des vignerons, des hébergeurs, des hébergements de charme dans les vignes, des restaurateurs. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un ensemble d'offres complètes qui permettent aux gens de découvrir le vignoble de façon très simple en ayant accès à énormément d'activités. On peut parler de vol en montgolfière dans le vignoble, de promenades sur la Loire, donc c'est extrêmement riche. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes économiques pour les vignerons du Centre-Loire? Est-ce que c'est une activité qui est importante pour eux? Je pense que c'est effectivement une activité qui se développe de plus en plus. On constate effectivement que les producteurs du Centre-Loire ont vraiment un intérêt pour ce secteur. Donc effectivement, je pense que de plus en plus de caves devraient ouvrir leurs portes aux visiteurs et dans les prochains temps, on devrait voir fleurir de nombreuses offres œnotouristiques dans le Centre-Loire. Merci beaucoup Fanny d'avoir répondu à mes questions. Bernard Artigue, le no-tourisme, c'est une des évolutions aujourd'hui, un passage obligé pour les viticulteurs, les vignerons qui souhaitent un peu aussi tirer leur épingle du jeu? Ah oui, je crois qu'on est là dans le vrai sujet, quoi. Parce qu'avec le no-tourisme, ça nous permet d'une part de recevoir, ça nous permet d'expliquer aux consommateurs. Et là, on va rejoindre madame, et elle sera très contente d'ailleurs, puisque on explique ce qu'est véritablement le vin. On là s'aperçoit véritablement que le vin n'est pas simplement une boisson, que ces personnes-là qui viennent, et ça se développe d'une manière très vite dans l'ensemble des vignobles, eh bien, ils viennent chercher autre chose, ils viennent chercher le vin, certes, mais ils viennent chercher le contact avec le viticulteur, ils viennent chercher un environnement, ils viennent chercher un territoire, ils viennent chercher un paysage. Et je crois que la viticulture de demain, encore plus, va se tourner vers ce genre d'action, parce que c'est clair qu'il vaut mieux produire moins et vendre mieux. Je crois que c'est là le cœur de notre problème demain en viticulture, produire moins mais vendre mieux. Ariane Lenné, vous vous retrouvez dans ces propos, produire moins mais mieux? Alors, produire moins, malheureusement les dernières années on a produit moins pour nous. De valoriser nos produits, oui, mais je pense que ça peut s'appliquer à toute l'agriculture. C'est-à-dire de maîtriser la matière première, la transformer et la vendre. Voilà, donc ça, moi je pense que c'est là où on rejoint sur les circuits courts. Pourquoi pas recevoir les
les consommateurs, les clients dans les domaines. Mais là, pour le coup, quand on est une toute petite exploitation, c'est quand même assez difficile de trouver le temps, toujours le temps de le faire. Et puis d'avoir des outils comme le domaine coulis, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais circuit court et de tout travailler depuis le début jusqu'à la fin, je pense que ça, c'est la porte de, enfin, c'est la réussite de demain. Ouais. Pour, surtout en bio. Ouais. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les campagnes justement de prévention contre l'alcool peuvent avoir aussi des conséquences, vous, sur votre chiffre d'affaires et sur la consommation? À titre personnel, dans la cible dans laquelle moi je suis inscrite, non, je ne pense pas. On est au contraire sur une population de consommateurs qui est de plus en plus curieuse de la façon dont on travaille. On essaie de travailler souvent des cépages oubliés, de ne pas justement aller sur des cépages résistants à toutes les maladies. On essaye de travailler en fait à l'ancienne. Quelque part, on essaie de remonter le temps et de revenir à ce qui se passait il y a pas plus de 50 ans, 60 ans, tout simplement. Catherine Hill. Mais il n'y a pas de campagne de prévention, c'est complètement inaudible. Et on a un gouvernement qui n'a pas de politique de prévention et pas de politique de santé publique. La preuve, c'est qu'il confie aux vignerons la prévention. C'est complètement fou. Aucun pays au monde n'envisagerait de confier la prévention du tabac à Philip Morris et à British American Tobacco. Il faut vraiment avoir le gouvernement de M. Macron pour confier la prévention de l'alcool aux marchands de vin. On se marche sur la tête. L'alcool tue 41 000 personnes chaque année. C'est un problème sérieux. C'est un problème de santé publique. Et il faut que ça soit traité par des professionnels de santé publique, pas par des marchands de vin. Les marchands de vin font leur boulot, ils font du bon vin, ils l'exportent, j'en suis enchantée. Mais ce n'est pas à eux de dire combien il faut boire en France. Antoine Gerbel, ça vous fait réagir ce que vient de dire Catherine Hill? Non, c'est un discours qu'on entend. Bon, maintenant, il faut recaser beaucoup de médecins, apparemment. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de qui veulent travailler qui veulent des subsides pour faire. Encore une fois, les preuves, on leur a donné de l'argent à un moment donné. Qu'est-ce qu'ils en ont fait vraiment? Je pense que le gouvernement, que celui-ci et les précédents, ne sont pas complètement absurdes. S'ils confient aussi à des gens responsables de la filière, c'est que peut-être du côté des médecins ou du côté des électologues, il n'y a peut-être pas de grands mouvements ou de grandes idées nouvelles pour aller vers un nouveau public, pour s'intéresser aux nouveaux modes de communication. Je pense qu'il y a ça aussi. On les prive de rien, hein, les médecins. On les prive de rien. Il y a quand même des beaux budgets. Maintenant, je dis encore une fois, c'est sur quoi ils travaillent véritablement. Henri Cabanel, on parle aussi souvent du poids des lobbies qui auraient pu influencer les propos du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Je voudrais juste revenir un instant sur le tourisme, puisqu'on est passé un petit peu rapidement, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très intéressant et qui va s'ajouter au métier de la viticulture, parce qu'il va faire partie intégrante donc de la viticulture, et ce qui permettra justement de permettre donc aux touristes et aux consommateurs de voir qu'au-delà du vin, mais il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des exploitations, il y a une manière de cultiver, et je pense que c'est quand même très intéressant par rapport à une richesse qui a existé, notamment chez moi dans le Languedoc, dans l'Hérault, où fin 19e siècle, il y a eu l'Eldorado de la viticulture avec tout un tas de châteaux pinardiers qui se sont construits et qui sont restés en désuétude pendant près d'un siècle et qui aujourd'hui reprennent vie grâce donc à des associations comme Vignobles et Découvertes qui leur redonnent une seconde vie en collaboration avec donc les viticulteurs, et ce qui permet d'arrondir en tout cas le chiffre d'affaires des viticulteurs. L'autre question portait sur le poids des lobbies. Il est souvent dénoncé justement. On dit que la conseillère agriculture de l'Élysée, Audrey Bourlot justement, est déléguée générale de Vin et Société. Ça peut influencer les choix d'Emmanuel Macron? Les lobbies, on vit avec. Les parlementaires, quand on travaille sur un projet, quand on travaille sur une loi, on est obligé, et c'est normal d'ailleurs, d'écouter tout le monde. Et on auditionne tout le monde. Et en fonction donc de ce que disent les uns et les autres, on essaye, je dis bien on essaye, de prendre la meilleure des solutions et de faire le meilleur des choix. Le lobbying, il existe, et il existera encore pendant longtemps. Par contre, ce qu'il faut que l'on sache, c'est où on veut aller. Dans le reportage, il était bien expliqué que
la diminution de vin, de la consommation de vin a diminué de 60%. Où veut-on aller? Est-ce qu'on veut aller à une consommation de zéro? C'est un petit peu tous les débats qui tournent autour de toutes les lois, et notamment par rapport aux 80 km/h sur les morts sur les routes. Où veut-on aller? Donnons-nous les objectifs qui nous permettent donc de prendre les bonnes solutions. Je crois qu'il faut qu'il y ait un consensus entre les uns et les autres pour trouver le juste équilibre. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en essayant de préserver la santé, préserver l'environnement et préserver l'économie. Et si on est capable, comme je suis certain que l'on l'est, de s'écouter, de s'entendre, nous arriverons forcément à trouver cet équilibre-là. Étienne Gerbel, justement, sur ce poids des lobbies, il est très présent. La filière, elle sait se défendre depuis longtemps? Oui, elle se défend très bien, mais je vous dis, on va pas dire de lobby médical, mais on va dire il y a toute une part. Moi, j'appelle pas ça lobby, mais enfin voilà, il y a une guerre ancienne, argumentée, et nous participons aujourd'hui à ce type de débat. Je voudrais revenir sur cette notion de no-tourisme parce que tout le monde le voit comme avec un côté positif et tout. Il faut remarquer en ce moment qu'il y a des clivages qui sont en train de se passer dans le vignoble français. Madame disait, allez vendre vos vins à l'extérieur, allez faire du chiffre d'affaires pour la balance commerciale. Ça, c'est le discours qu'on entend beaucoup parce que d'une certaine manière, ça évacue le problème. Continuez à faire de l'argent comme on vous en demande d'en faire, mais surtout pas en France. Mais qui boit du vin en dehors de la France? C'est-à-dire qu'en gros, on va demander aux autres pays de s'alcooliser à notre place. Non, je trouve ça pas très responsable. L'autre cas, c'est que l'onotourisme amène aussi, on va dire, un tourisme un peu de masse dans le monde du vin qui n'a jamais connu un tourisme de masse. Madame soulevait le problème qu'elle est toute seule, où ils sont 2 ou 3 sur la propriété, accueillir des gens, avoir une réception, leur vendre du vin en direct. Surtout, ça se dirige vers des gens qui sont très structurés, des grosses structures, soit coopératives, soit des structures de négoce. C'est-à-dire qu'on est en train d'orienter l'onotourisme dans une voie de masse qui est peut-être pas celle que demandent tous les vignerons français. Oui, Bernard Artic, sur ce point. Je voudrais un peu réagir par rapport à ça, parce que moi, je suis viticulteur, j'ai pas forcément une grosse surface et nous faisons chez nous sur l'exploitation de l'onotourisme. Je n'ai pas l'impression d'être une grosse coopérative, d'être un gros industriel et pourtant nous recevons beaucoup de monde. Alors là où vous avez raison, je crois que c'est un vrai métier, on ne peut pas recevoir comme ça sur le coin d'une table. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on demande. Mais je pense que bon nombre d'exploitations, y compris modestes, peuvent, oui, recevoir. Alors, à leur dimension, mais je pense que ça peut se faire et que ça doit se faire. On ne doit pas laisser le tourisme simplement aux grandes structures, etc. Alors, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il faut de la formation, il faut l'écoute aux autres, c'est un vrai métier, mais ça peut quand même correspondre à l'attente d'un bon nombre de viticulteurs, y compris les plus modestes. Antoine Gerbel. Et beaucoup d'aide aussi. Il y a un mot qu'on n'entend pas beaucoup, c'est l'aide publique et l'aide européenne. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides européennes en ce moment qui sont données aux pays, pas seulement la France, à tous les pays européens qui aident à se restructurer pour accueillir notamment du public. Mais voilà, cet argent public, il faudrait que peut-être le consommateur jette un petit peu plus souvent un regard sur ça. Alors avant de continuer ce débat, on va retrouver Alexandre Poussard qui nous fait découvrir le vin de groseille, notamment en Haute-Marne. C'est à vous, Alexandre. Oui, je suis avec Jean-Michel Roussel qui produit du vin de groseille en Haute-Marne. Alors Jean-Michel, ça fait assez longtemps que vous produisez ce vin? Ça fait une bonne trentaine d'années, effectivement, qu'on s'est lancé la production de fruits rouges. Et comment vous êtes lancé dans cette production? En fait, c'est un concours de circonstances. Une personne qui a voulu que je l'aide à ramasser ses groseilles et pour me remercier, elle m'a offert une de ses bouteilles de vin de groseille. Et puis ça a été le déclic. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça pour en faire un peu plus et en vendre? Alors, vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, d'une exploitation céréalière et vous êtes allé vers le vin de groseille? Oui, tout à fait. L'exploitation était assez petite et j'ai voulu diversifier pour apporter un revenu complémentaire. Et donc je me suis lancé dans la production de groseilliers et par la suite de castissiers. Et économiquement, ça marche? Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet, certaines années où les céréales sont pas très bien vendues, ça nous permet de vivre sur notre exploitation, il n'y a pas de problème. Et alors, la groseille, dans les conditions climatiques, elle est exigeante? Non, c'est un arbuste assez rustique, il n'y a pas trop d'exigences, c'est un produit qui passe très bien dans nos terres un peu superficielles de la Haute-Marne. Et avec
Quel mets vous conseillez de boire ce vin de groseille? Au départ, ce sont avant tout des apéritifs ou des vins de groseille, ce sont avant tout des apéritifs ou des vins de dessert. On peut également les marier avec des viandes assez puissantes. Sur un gibier, ça se marie très bien également. Ouais, le sucré salé, ça marche assez bien? Oui, on a des gens de plus en plus nombreux qui demandent à ce que les mets en sucré salé soient proposés. On leur propose des vins assez sucrés. Alors j'ai une question, pourquoi vos bouteilles ont cette forme-là, très élancée? C'est un choix personnel. J'ai beaucoup aimé la bouteille d'Alsace en 75 centilitres quand j'ai commencé. Et par la suite, j'ai trouvé le Magnum d'Alsace, cette bouteille élancée très élégante, donc j'ai voulu continuer sur ces bouteilles-là. Alors nous, entre nous, on parle de vin de groseille, mais vous n'avez pas le droit de l'écrire, évidemment. Oui, le terme vin est réservé aux produits issus du raisin. Il n'y a pas du tout de raisin dans mes produits, il n'y a que du fruit rouge, que de la groseille, que du cassis. Donc on leur a donné un nom issu de notre recherche, on les a appelés rubis de groseille et rubis de cassis. Comment vous les commercialisez? On est présent sur de nombreux salons, sur une grande partie de la France. Ça représente à peu près les 2/3 de la commercialisation de nos produits et le reste est vendu en épicerie fine, chez des restaurateurs, des magasins spécialisés et bien sûr à la propriété. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel Roussel de nous avoir présenté votre vin de groseille. Merci beaucoup Alexandre Poussard. On continue ce Tour de France des régions et on va d'ailleurs retrouver Tam Tra Nuit avec justement les producteurs de rhum en Martinique. Alors on la retrouvera dans un instant, elle se prépare. Tam, Yves-Marie Bercé, on parlait justement de la façon dont était organisée la profession. Ils sont très puissants aujourd'hui, les viticulteurs. On le disait, ils savent se protéger, se défendre leurs intérêts. Sans doute, je ne suis pas capable de comparer exactement. Ce que je crois, c'est que, puisque Madame a expliqué très nettement quelle était la dangerosité relative du vin, je pense qu'il faudrait la comparer avec la dangerosité d'autres boissons et que sortir éventuellement des statistiques franco-françaises et savoir si, aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé, le vin n'est pas, si on peut dire, un pis-aller, ou au contraire, le manière, si vous voulez, d'échapper à des intoxications pires. En tout cas, ce que je veux dire aussi, c'est que nous le voulions ou non, le vin est vraiment attaché à l'image de la France. Et que le développement d'excellents vins à l'étranger, au Chili, en Californie, en Australie, est souvent dû à des viticulteurs français qui se sont exportés et qui apportent avec eux des cépages français spécifiques, comme le Syrah, le Sauvignon, le Cabernet, etc. Et qui font en quelque sorte, qui ont en préférence par rapport aux très nombreux cépages locaux, puisqu'il y a des milliers de cépages dans le monde. Alors oui, j'aimerais qu'on sorte, si vous voulez, du contexte uniquement français, qu'on voit que ces problèmes-là se posent dans tous les pays qui sont producteurs très anciennement de vin, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, tout comme la France. Avant de continuer ce débat, puisque Tam Tra Nuit est prête, on fait un petit détour avec vous par la Martinique. Tam, c'est à vous. Avec Marc Sassier, qui est président du Rhum agricole AOC Martinique. Marc Sassier, vous aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi l'exécutif a décidé qu'il fallait aligner la taxe sur les alcools forts. Pourtant, cela peut se justifier par la lutte contre l'alcoolisme. Oui, la lutte de l'alcoolisme est un combat important, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi seul le rhum est taxé, puisque les autres alcools sur place ne seront pas taxés autant. Le vin, la bière, et donc comme toujours, on a oublié en France aussi qu'il y a des mondes ultramarins, et ces mondes ultramarins ont aussi leur propre production. La France a beaucoup d'histoire, de culture, autant culturelle que culturelle sur le vin, mais nous aussi on a une culture de la canne à sucre, on a une culture du rhum, et c'est bien pour ça aussi que la Martinique a une AOC. Donc pourquoi on ne taxerait que le rhum au nom d'une lutte contre l'alcoolisme? Il y a deux poids, deux mesures pour vous entre un vin pour lequel on considère en France qu'il faut le sauvegarder pour des raisons patrimoniales et on n'accorde pas les mêmes valeurs au rhum. Nous avons aussi une valeur patrimoniale. Je rappelle que la canne à sucre a fait l'histoire de la Martinique
la Martinique à l'époque. Napoléon a même vendu la Louisiane, on va pouvoir garder la Martinique et la Guadeloupe. Donc c'est incompréhensible et on taxe un produit qui a une AOC, qui a une histoire, qui arrive à se vendre. C'est un des produits d'agriculture qui arrive à se développer. Et là, on est en train de nous immobiliser. Alors si on veut parler de la lutte contre l'alcoolisme, oui, mais que tout le monde soit pareil. Pourquoi actuellement, alors pour le vin, on développe les surfaces AOC du champagne? C'est une lutte contre l'alcoolisme, ça? Qu'on me l'explique, ça c'est pas du tout une lutte contre l'alcoolisme. Et comme l'a dit notre sénatrice Madame Conconne, c'est vrai qu'il faut faire très attention, il ne faut pas mélanger. On a notre culture, on a nos traditions, et le rhum agricole est justement différent. On essaye de nous copier partout dans le monde. C'est bien qu'on a une différence, et qu'on a cette différence, et ben c'est un patrimoine. Et sachez qu'au niveau spiritourisme, on accueille même plus de touristes que le cognac. Alors ça veut bien dire qu'on a aussi une culture. Hein, vous avez des vieilles habitations, vous avez des distilleries, vous avez tout un process qui est agricole puisqu'il est fait de la canne jusqu'au rhum. Et donc avec tout ça, il y a l'histoire. Et c'est parfois une histoire triste, mais maintenant on est en train de sublimer cette histoire. Alors pourquoi on attaque que le rhum? Un enjeu économique important pour les Antilles. Mais oui, parce que c'est pas du tout les mêmes droits qu'en métropole. Et on confond, alors on nous sort la consommation locale, mais la consommation locale, on oublie que dedans, il y a tous les touristes qui représentent 15 à 18%. Et donc si on ramène à une vraie consommation, la Martinique n'est pas alcoolique en soi. Elle n'est pas plus que d'autres départements de la métropole. Eh bien, merci beaucoup Marc Tassier d'avoir répondu à mes questions. Catherine Hill, on voit à travers cet exemple justement, puisqu'on posait la question des taxes sur les boissons alcoolisées, le rhum plus taxé que le vin? Le rhum des Antilles est taxé moitié de la taxe des alcools forts dans la métropole. Donc c'était ça qu'il s'agissait de rectifier. Si on veut protéger les Antillais d'une consommation qui est très forte, ça paraît une mesure raisonnable. Ceci dit, il n'a pas tort. Le vin est très peu taxé, le champagne est très peu taxé, la bière est très peu taxée. On pourrait aligner tout, ça serait très bien. Je rappelle que la moitié de la population boit 35 verres par semaine et qu'il est recommandé de ne pas dépasser 10 verres par semaine. Donc on boit beaucoup trop d'alcool en France et 58% de cet alcool est du vin. Et on n'a pas de politique de santé publique actuellement parce qu'il y a un problème entre les lobbies et le gouvernement qui fait que la santé publique est inaudible. Le discours de santé publique est inaudible. J'en suis la première, désolée. Mais quand Emmanuel Macron dit arrêtez d'emmerder les Français, il reprend cette phrase justement de Georges Pompidou. Il dit s'il y a des jeunes qui se saoulent, ils ne se saoulent pas au vin français mais à la bière ou à l'alcool fort. Emmerder les Français, je suis triste quand ils vont enterrer les jeunes qui se sont tués sur la route parce qu'ils avaient trop bu. Ça, c'est emmerder les Français, vouloir réduire la vitesse et l'alcool pour qu'il y ait moins d'accidents sur les routes. Je ne trouve pas que ça soit emmerder les Français. C'est juste une question de pédagogie et d'expliquer pourquoi on fait les choses. On peut très bien augmenter les taxes sur le vin en expliquant pourquoi on le fait. Ça fera de l'argent pour les campagnes de prévention qui sont totalement inexistantes ou alors qui vont être faites par les lobbies et par les marchands, qui consiste à dire avec modération, en disant parce que c'est la modération, et à couvrir le pays avec des affiches pour des boissons qui attirent les jeunes. Il suffit de regarder les couleurs, les mélanges, etc. Donc ça ne va pas du tout, il n'y a pas de politique de santé publique dans ce pays. En ce qui concerne l'alcool, il y en a une pour le tabac. Et pour répondre à la question, est-ce que le tabac et l'alcool, c'est beaucoup plus grave que les sodas? La réponse est oui. Le tabac et l'alcool sont les deux premières causes de mortalité évitables et les deux premières causes de cancer dans ce pays. Et l'obésité est une cause bien inférieure et les sodas contribuent à cette histoire d'obésité. Et on peut aussi réfléchir à l'obésité, mais l'obésité, ce n'est pas un problème majeur et les sodas non plus. Oui. Bernard Arty, comment on sort de ce débat justement aussi sur les bienfaits du vin? On avait commencé à en parler. Il y a certaines propriétés qui sont supposées être bénéfiques, notamment le tanin. Ça, c'est vrai, c'est faux? Éclairez-nous un peu. Bah oui, écoutez, alors moi je ne suis pas un scientifique, je suis un producteur. Hein. Donc je lis, j'écoute. Moi je ne considère pas, et je l'ai dit et je le redis, le vin comme quelque chose de nocif, absolument pas. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur le député, tout dépend où on veut mettre le curseur. Tout dépend, madame, effectivement, si on veut 0 mort sur la route, on peut très bien mettre la vitesse à 0 à l'heure. Si on veut 0 truc, 0, etc., on met tout à 0. Alors demain, qu'est-ce qu'allons-nous, on va devenir quoi, nous?
On veut dire quoi? On va vivre, mais on va vivre comment? On va vivre dans quel environnement? On va vivre avec quelle joie ou pas forcément des joies, mais quel chagrin même, pourquoi pas? Donc voilà, c'est où on met le curseur. Il est clair que de toute façon, on consomme moins de vin aujourd'hui, c'est indéniable, madame, la consommation du vin diminue, monsieur le député l'a dit tout à l'heure, elle diminue dans toutes les catégories. Moi je crois que le vin, c'est culturel en France, c'est d'abord, je le dis tout à l'heure, c'est un gros pourvoyeur de finances publiques, parce qu'à l'exportation, c'est quand même le deuxième après l'aéronautique. Deuxième poste à l'exportation, c'est très important. Ce sont les paysages, c'est l'environnement, ce sont des travailleurs, c'est beaucoup de personnel. C'est tout ça le vin en France. Et on sait très bien qu'on va moins en boire. Donc on va moins forcément, on va moins en produire. Bernard Artigue, je veux dire, il faut en produire mieux, programmement, et de meilleure qualité, avec probablement moins d'intrants, etc., etc. Bernard Artigue, on va donner la parole à Henri Cabanel, puisque vous devez partir dans un instant. Peut-être un mot pour conclure ce débat, monsieur le sénateur. Mais je voudrais dire à madame qu'effectivement, il y a des lobbying au niveau donc, des producteurs, au niveau des entreprises, mais il y a aussi des lobbying au niveau de la santé, au niveau des ONG. Et à nous, parlementaires, nous devons écouter tout le monde et trouver le bon équilibre. Je crois qu'en termes de vin, ça a été dit plusieurs fois, des efforts ont été faits, des efforts restent à faire, mais il y a, je le sais parce que je suis dans la filière, mais on le voit au fur et à mesure des années qui s'écoulent, une volonté, et tout à l'heure M. Fabre le disait, une volonté de la filière de rentrer en dialogue avec les responsables de la santé, pour essayer de trouver les moyens d'éduquer au mieux, parce qu'on est comme tous les autres. On ne veut certainement pas qu'il y ait plus d'alcoolisme que ce qu'il y a aujourd'hui. On veut qu'effectivement, il y ait une volonté qui permette aux gens de boire avec modération, de savoir boire, de savoir déguster un vin. Je crois que la profession, elle est prête à cela. Elle fait énormément d'efforts de ce côté-là, et je crois qu'il faut avoir un minimum de confiance entre nous et de savoir s'écouter pour atteindre un objectif commun, qu'il y ait effectivement la préservation de la santé. Merci beaucoup Henri Cabanel d'être venu sur le plateau de Public Sénat. On va continuer ce débat, mais on retrouve une nouvelle fois Alexandre Poussard, puisqu'on a parlé du vin de groseille. Cette fois, vous nous présentez du vin au chocolat, Alexandre. Oui, je suis avec Nelson Alabi qui travaille dans l'entreprise Chocolate in a Bottle. C'est l'entreprise qui a créé le vin pétillant avec du chocolat. C'est bien ça, l'histoire d'un chocolatier belge qui s'est associé avec un vigneron français. Et voilà la création de Chocolate in the Bottle, vin pétillant au chocolat. Alors concrètement, voilà, quel vin vous travaillez et comment vous avez conçu ce produit? On est sur un cépage chardonnay pétillant, blanc de blanc, un vin du sud de la France, donc on est sur un PO. Et après qu'on a réussi à remixer, dirais-je, avec un extrait naturel de cacao et un extrait naturel de noisette. Ça a été assez compliqué de concevoir ce vin chocolaté? Alors il a fallu quand même beaucoup de temps afin de trouver l'équilibre entre le vin pétillant et le chocolat. Et le petit secret dans l'histoire, ça va être l'extrait naturel de noisette qui a réussi à rendre le mariage parfait entre le chocolat et le vin blanc. Alors racontez-nous un peu l'histoire, voilà, ce chocolatier belge, voilà, comment ça lui est venu? Alors je pense qu'il devait être 4 h du matin, hein, comme je vous le disais. C'est vrai que l'idée, elle est un petit peu originale hein, sur le coup, mais je pense que c'est une très belle idée. Amis d'enfance avec ce vigneron en France, ils ont eu cette idée, et, chapeau hein, sur le coup. Et alors, ça fait quelques années que l'entreprise existe. Vous travaillez dans le monde entier? Alors c'est un produit qui existe depuis 4 ans maintenant. L'ironie du sort, c'est que sur un nombre énorme de bouteilles vendues à l'année, il n'y avait pas de distributeur en France. Donc me voici responsable du produit en France et avec la lourde responsabilité de développer le produit. Donc là, vous commencez en France et comment vous le commercialisez? Donc par des salons ciblés, comme le salon du chocolat, et après salon de l'agriculture, foire exposition. Alors c'est vrai qu'on n'a pas une politique de vente, on ne va pas vendre dans les grandes surfaces, pas de grande distribution. Mais par contre, après, on a des clients, des distributeurs en restauration, cave à vin, épicerie fine, donc pas mal. D'accord, donc plutôt en vente directe. Alors sur les conseils dégustation, qu'est-ce que vous conseillez? Alors si on n'a pas envie de prendre de risques, partie dessert avec une petite salade de fruits, des fraises, gâteau au chocolat, j'en passe. Sinon, si on a un petit peu d'audace avec un petit foie gras, ça se marie bien. On a un restaurateur qui lui nous dit de faire du déglaçage de poisson avec, donc pas mal de choses à faire. Et un petit jeune, une fois, qui m'a surpris, qui le mélange avec de la vodka. Donc
C'est à la guise de l'imaginaire, on dira. Alors est-ce que c'est possible de le goûter, ce vin chocolaté? Donc le voici, on a forcément un contenu hein, à l'intérieur et une fantaisie. Les deux se marient bien ensemble. Donc chocolate in the bottle. Vous allez avoir l'aspect vin pétillant, c'est vrai, mais goût chocolaté. Les bulles vont être beaucoup plus fines qu'un champagne classique. Et on est sur 6,5 degrés d'alcool, soit la moitié d'un champagne classique. Donc forcément, c'est sympa parce qu'on est plus sur les saveurs. Et là, on voit en bouche, on a pleinement cette saveur qui reste. Bah, c'est le fait de travailler essentiellement avec des fruits, des produits vraiment extraits naturels. Oui, ça a vraiment un goût de chocolat fruité à la poire. Oui, on ressent bien toutes les saveurs. Alors c'est la noisette et le chocolat qui font fusion en bouche. Après, c'est vrai qu'on a chacun sa personnalité du goût, mais on a d'abord, alors personnellement, j'ai d'abord le vin blanc qui va rentrer en bouche, et après un relais de chocolat assez agréable qui arrive, et ça reste dans la bouche un petit moment. Très bien, bah, merci beaucoup Nelson de nous avoir présenté ce vin chocolaté. Merci à vous, Alexandre Poussard. Antoine Gerbel, on parlait parfois de l'imagination sans limite. Hein, c'est terrible ce que vous montrez là, c'est terrible. Hein. Surtout qu'à chaque fois on appelle ça vin, il faut bien rappeler que le vin n'est uniquement issu du raisin. Et c'est un peu un problème d'ailleurs parce que la législation a laissé faire pas mal de choses autour de cette définition, qui est une définition mondiale que tous les pays partagent. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 intrants possibles aujourd'hui dans la vinification des vins. Et moi je me rappelle dans les années 70-80, vous savez, les producteurs de lait s'étaient levés contre la guerre beurre-margarine. À un moment, ils s'étaient dit stop, on ne peut pas appeler beurre n'importe quoi, on appelle ça maintenant de la margarine parce que c'était végétal. Ben, dans le monde du vin, ils ont oublié de le faire. Aujourd'hui, il y a plein de produits dérivés qui n'ont aucun intérêt lié au vin, je veux dire, aucun intérêt si on aime le jus de raisin fermenté, qui aujourd'hui porte le nom de vin. On voit bien l'intérêt commercial aussi, peut-être l'intérêt d'attirer les jeunes, on le disait, vers de nouvelles saveurs et de les inciter à boire aussi. Oui, et puis tous les codes du vin, cette notion de terroir, d'élevage et tout sont pris aujourd'hui par tout le monde, par les fromagers, par les producteurs de gros alcools, qui sont que des alcools industriels. Ils viennent tous capter cette valeur ajoutée qu'il y a autour de ce terroir, de cette savoir-faire ancestral que représente le travail de vigneron. Ariane Lenné, justement, puisque vous avez apporté votre vin, on le voit dans ce verre, là c'est un retour aux sources, à la pureté, si on peut dire, par rapport à ce qu'on vient de voir. Ah bah, oui, là, c'est pas du tout travailler ou penser ou dans le sens transformation. C'est vraiment juste une continuité d'une matière première qui est le raisin. Et puis là, sur un cépage qui est très très peu connu, qui s'appelle le Pinot d'Aunis, et qu'on retrouve essentiellement sur les coteaux du Loir et les coteaux du Vendomois. Donc c'est déjà, l'idée c'est vraiment de travailler sur un produit qui est méconnu, mais qui a toujours été chez nous. Et quelles sont ses particularités gustatives, notamment, si vous voulez nous le présenter? Alors la particularité du Pinot d'Aunis, c'est au niveau de la structure, c'est pas un vin qui a énormément de structure, pas énormément de tanins, mais juste un petit point en finalité. Moi, la première fois que j'en ai goûté, il m'a surpris justement par il m'a fait penser au niveau de la structure à un pinot noir, que en général tout le monde connaît, mais par contre au niveau aromatique, on était sur une palette aromatique complètement différente, avec soit des petits fruits rouges écrasés, qui est le cas là, de cette cuvée-là, qui s'appelle Picrocole, soit des fruits un peu plus noirs, un peu plus sauvages, si les vignes sont un petit peu plus vieilles. Mais surtout, c'est le poivre blanc qui vient en finale, qui vient finir cette palette aromatique et qu'on retrouve essentiellement dans ce cépage-là. C'est un vin que l'on peut boire avec quel type de mets, Ariane Lessé? Tout dépend de la façon dont il est vinifié. Là, pour le coup, sur un vin rouge, on peut le boire là à l'apéritif parce que c'est pas un vin qui est très, très tannique, qui peut se boire donc sur des entrées, de la charcuterie, pourquoi pas quelques fromages. Et par contre, dès qu'on arrive sur des vins qui ont un tout petit peu plus de structure, sur des viandes, soit des côtes de bœuf grillées, soit au contraire de l'agneau un petit peu mariné, travaillé, voilà. Oui. Quand Catherine Hill, on entend là la passion et justement avec laquelle Ariane Lenné parle de son vin. On est bientôt au terme de ce débat. On a parlé justement des mesures de prévention. Elles sont nécessaires en matière de santé publique, mais il y a quand même ce caractère culturel, patrimonial du vin. Vous ne le niez pas?
Non, mais pas plus de 10 verres par semaine et pas tous les jours. C'est juste ça, c'est pas difficile. Et il suffit de le répéter et savoir qu'aujourd'hui, on est largement au-dessus. Donc il y a un vrai problème de santé publique. C'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de malades, c'est beaucoup de choses très tristes. Et il faut arrêter de se raconter des salades et de faire de la publicité partout. On a détricoté la loi E20, c'est catastrophique. Il est question de rajouter, de remettre de l'alcool dans les stades. Enfin, ça va vraiment pas bien. Oui. Un mot de conclusion avec vous, Bernard Artigue. Il faut quand même appeler à une consommation modérée. Ça reste un plaisir, le vin? Oui, tout à fait. Ça doit rester bien évidemment un plaisir. Et moi, je rappelle à l'ensemble des consommateurs qui peuvent consommer. Voilà, parce que les viticulteurs peuvent être fiers de leur métier. Ils font énormément d'efforts pour apporter des produits de plus en plus de qualité, avec de moins en moins d'intrants, donc qui sont tout à fait dans l'attente de la société. Mais le vin, ça doit rester avant tout un plaisir, bien évidemment. Eh bien, merci à vous, Bernard Artigue. Merci Yves-Marie Bercé. Merci Antoine Gerbel. Merci Catherine Hill. Et puis merci à vous, Ariane Lenné, d'être venue parler avec passion de votre vin. Avant de se quitter, on retourne une dernière fois dans le hall 1, puisque ce salon, c'est aussi une vitrine pour les animaux. Et Tam Tranui, justement, va nous en parler. C'est à vous, Tam. Je suis avec Brigitte Blanc, élève à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. On va parler ensemble des conditions de vie des animaux ici lors de ce salon de l'agriculture. Est-ce que c'est pour eux difficile de supporter tout ce monde et tout ce bruit? Alors ce sont des animaux qui sont surtout des animaux de présentation, donc ils sont habitués au concours quand même. Après, ce qui est difficile pour eux, c'est le bruit, le stress avec l'environnement, les nouvelles odeurs, les personnes qu'ils ne connaissent pas, qui les touchent des fois sans savoir comment faire. Mais bon, globalement, ils sont quand même bien choyés, bien traités, confortablement. Ils sont quand même pas malheureux, quoi. Oui, c'est ce que vous nous dites, c'est qu'une fois que tout ce monde est sorti du salon, en général, les éleveurs, les agriculteurs viennent prendre soin de leurs bêtes. C'est ça. Ils viennent tous les soirs, tous les matins, même la nuit, brosser leurs bêtes pour qu'elles soient bien présentables. Elles ont de la nourriture, eau, foin, paille à volonté, donc elles sont heureuses. Alors, est-ce qu'il reste beaucoup de travail du coup pour les vétérinaires qui sont sur place? Quelles sont les pathologies ou les problèmes que vous avez eu à voir sur des animaux depuis le début de ce salon? Alors les problèmes, ça va surtout être des coups de chaleur, des coups de stress et des fois des problèmes mineurs un peu comme des mammites pas bien graves. Il n'y a pas de problème majeur en général parce que les vaches arrivent, enfin les vaches, tous les animaux arrivent et sont déjà en très bonne santé. Donc, oui, ils sont sélectionnés de cette façon-là pour pouvoir participer au sein de l'agriculture. Les animaux doivent être en bonne santé. C'est ça, ils doivent toujours être en bonne santé pour être admis ici. Oui, c'est important effectivement pour éviter toute contamination entre les animaux, je suppose. Oui, il faut éviter qu'il y ait des contaminations entre les différents animaux, notamment pour quand les animaux vont repartir dans leurs élevages, histoire de ne pas contaminer le reste du troupeau, quoi. Oui, justement, comment se passe ensuite le départ? Il y a des contrôles avant et après le salon? Toujours, oui, toujours. Et que se passe-t-il si par exemple on constate un problème sur un animal? Non, ça dépend du problème. Si c'est un problème majeur comme une maladie réglementée catégorie 1 ou 2 par exemple, ça va être signalé et puis là c'est tous les éleveurs qui vont être mis au courant, quoi. Bien, merci beaucoup Brigitte Blanc d'avoir répondu à mes questions dans ces allées du salon et dans ce hall 1 qui rassemble avant tout les veaux, vaches, cochons ici lors de ce salon de l'agriculture. Merci beaucoup Tam, c'est la fin de ce numéro de Salon Ouvert. Merci à tous de l'avoir suivi, de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Merci à toute la rédaction d'avoir participé justement par des nombreux reportages à ce Salon de l'agriculture. Merci à toutes les équipes techniques qui ont aussi permis à sa réalisation autour de Philippe de Sony et Cédric Lavaux. Et puis un grand merci à Nathan Bretman et Marie-Pierre Bourgeois qui se sont bien occupés, on l'espère, de nos invités. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Public Sénat. Au revoir. Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, vous a présenté Salon Ouvert.